Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci de nous suivre à la télé. Si vous êtes sur Kavi TV, c'est sur le canal 113 du bouquet Star Times. Vous nous suivez un peu partout en Afrique sur le canal 779. Merci de nous écouter à la radio. Vous êtes à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous êtes sur la 89.5. À la baie, vous nous pratiquez grâce à nos partenaires de Beta FM. C'est sur la 96.5. Merci d'être fidèle à nos programmes de ce côté, à cette émission pratiquement. Merci de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com, site sur lequel vous pourrez nous regarder et nous écouter en direct dans cette émission. Merci de nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Kavi TV, groupe Kavi Média également, Ganga RTV qui relaie en direct cette émission. Nous sommes lundi 29 juillet 2024. Au menu de ce matin, la semaine qui démarre s'annonce décisive pour la vie socio-politique de la Guinée. La constitution, qui est l'un des piliers pour le retour à l'ordre constitutionnel, sera bientôt disponible. La présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution sera faite ce lundi même au CNT. Cet avant-projet, comportant un peu plus de 200 articles, englobe plusieurs décisions importantes, notamment la suppression du médiateur de la République et du Conseil économique et social CES, la création du Sénat, celle de la Cour spéciale de justice de la République, une institution chargée de juger les dirigeants qui se rendront coupables de haute trahison. Cet avant-projet traite également des épineuses questions de limitation de mandat et de candidature indépendante. Mais qu'est-ce qui différencie cette constitution des autres? L'équipe du Scanner vous livre quelques détails très importants. La nature des régimes politiques et l'ordonnancement constitutionnel ont été au cours des années au centre des débats politiques en Afrique. La constitution qui est vue comme le dernier rempart contre les dérives présidentialistes devait permettre d'assurer le respect des libertés fondamentales et le bon fonctionnement du pluralisme. Le processus d'accession à l'indépendance des anciennes colonies françaises, loin d'être freiné par la création en 1958 de la communauté, comme on aurait pu a priori le penser, s'est accéléré avec la mise en place des nouvelles institutions. Il s'est engagé dès le début des années 60 avec la proclamation de l'indépendance de la Fédération du Mali. Les liens avec la France restant très forts, la culture politique et juridique des nouveaux dirigeants africains étant avant tout française, et tout concourt à expliquer que les premières constitutions africaines furent le plus souvent à quelques variantes près un simple décalque du test de 1958. Mais comment l'Afrique a démarré l'adaptation de ces constitutions aux réalités de chaque État? Pour répondre à cette question, nous avons comme invité de ce lundi Mamadi Leno. Il est juriste et activiste des droits de l'homme pour la bonne gouvernance depuis la Guinée forestière. Il sera au bout du fil avec nous. Et dans la dernière partie de cette émission, nous parlons sport. Les équipes guinéennes n'ont pas brillé ce week-end, engagées dans différentes campagnes. C'est le Sili U23 qui trébuche face à une équipe de France qui ne faisait pas le poids en première période. Les hommes de Kaba Diawara sont même parvenus à ouvrir le score de par 2 fois, mais refusés par l'arbitre. Une défaite qui compromet considérablement les chances du Sili dans cette compétition. Pour les éliminatoires de la CAN Beach Saucé, le Sili de cette catégorie n'a également pas créé la surprise. L'équipe de Ibrahima Souri Sampou a coulé face à une équipe sénégalaise qui était dans la meilleure de sa forme devant son public. Le Sénégal va se défaire de la Guinée sur un score fleuve de 14-4, un résultat qui élimine d'office de la course pour une qualification à la CAN Beach Saucé, ne m'en voulez pas, 2024 en Égypte. Le Sili de cette catégorie, on en parle également dans la dernière partie de cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec vos débatteurs qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Ils sont chaque matin autour de moi, avec moi pour débattre des différents sujets. À ma droite, je commence. Mohamed Le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Foudi Bangali Dansoko, le patriarche. Bonjour à toi et bonjour aux fidèles auditeurs. Bonjour Leba, directeur de publication de siaminfo.com. Bonjour Abdallah et bonjour à tout le monde. Bonjour Yaya Diallo, le coordinateur. Yaya, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité brûlante, il faut le dire. Aujourd'hui, l'avant-projet de la Constitution sera présenté au CNT, Conseil national de la transition. Je commence par vous, Leba. On parle de cette actualité avec le président du CNT qui a bien accepté de rencontrer des journalistes ce week-end. Beaucoup de choses, une explication sommaire de cette Constitution nous a été donnée. Oui, c'est une bonne explication. Il faut quand même le signaler parce que je crois qu'il fallait le faire venir les journalistes parce que c'est nous quand même qui sommes censés véhiculer les messages et quand il s'agit d'informer, quand il s'agit de conscientiser, quand il s'agit quand même de rapprocher un peu les gouvernants aux gouvernés. Donc il faut au moins que les médias soient là. Mais par rapport à cette nouvelle constitution, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore les secrets qu'elle cache, c'est-à-dire les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire le contenu, mais un briefing nous a été fait par rapport à ce que cette constitution va renfermer désormais. On nous parle des verrous qui seraient même jusqu'au nombre de 6 à faire sauter pour changer la constitution parce que vous le savez très bien. Pour briguer un troisième mandat. Pour briguer un troisième mandat, pardon, parce qu'aujourd'hui vous le savez très bien qu'en Afrique, et notamment, ça a été aussi le cas par rapport à la constitution de 2010, si des constitutions, c'est-à-dire qui sont faciles à modifier par rapport à une éventuelle mandature, parce que souvent, ça prête débat quand même, et souvent aussi, ça suscite des polémiques qui poussent souvent au sursaut populaire et ainsi de suite à travers l'Afrique. Je crois que c'est un très bon exemple aujourd'hui de verrouiller, même si de par 10 fois cette question concernant le troisième mandat, parce que si nous regardons un peu, c'est-à-dire dans le rétroviseur par rapport à l'histoire récente du pays, nous savons pertinemment ce qui nous a poussé aujourd'hui à quand même voir les militaires au pouvoir. Eux-mêmes ils l'ont dit, c'est parce que tout allait mal pour le pays, c'est parce qu'il y avait un troisième mandat qui avait quand même été combattu malgré tout. Le président d'alors, il est parvenu à faire passer ce coup de force et finalement, ça n'est suivi cet autre problème. Cette question peut-être que j'aimerais directement vous poser, c'est l'épineuse question, on l'a dit déjà, de troisième mandat. Mais est-ce que les tests peuvent arrêter l'envie démesurée de nos dirigeants? Est-ce que ces textes peuvent le faire? C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Oui, je crois que c'est possible, sauf que quand quelqu'un vient au pouvoir, souvent, on trouve facilement une échappatoire. Vous le savez, par rapport à la constitution de 2010, il était très difficile pour nous d'imaginer qu'elle pouvait être soumise, c'est-à-dire à un changement, et qu'on pouvait la remplacer aussi facilement. Malgré la lutte des uns et des autres, mais vous avez vu quand même ce qui s'est passé ici en Guinée. Donc ça veut dire que ce qu'il faut prier aujourd'hui d'avoir dans notre pays, je crois que c'est des responsables de bonne foi, des personnes de bonne foi qui sont soucieuses vraiment de l'avenir du pays. Sinon, une constitution, c'est quand même un texte. Un texte, vous le savez quand même, ne peut pas, parce que même si vous regardez un peu dans la communication par rapport au CNT, on dit d'ici 30 ans, pour quand même solidifier un peu les bases de cette nouvelle constitution, pour ne pas qu'elle soit quand même victime d'un remplacement, ou soit qu'elle soit vraiment victime d'un tripatouillage qui pourrait éventuellement permettre à un président de briguer un mandat qui sort carrément du cadre légal. Le cadre légal, vous savez très bien, c'est penser un peu au troisième mandat. Donc je me dis quelque part que ce qu'il faut, c'est des personnes intègres et surtout
de bonne foi. Bien, ce qui est déjà compris, l'inquiétude primordiale, c'est cette limitation de mandat. Mais autre chose, il y a d'autres points qui ont été quand même développés dans le briefing. Dans ce briefing, des points, on parle de 200 articles. C'est vrai qu'on n'a pas eu accès à ces 200 articles, mais de façon très sommaire, le président du CNT a bien accepté d'expliquer aux journalistes un peu les enjeux majeurs. Aujourd'hui, cette constitution doit refléter l'aspiration du peuple de Guinée, les réalités. Et cette fois, une nouveauté, c'est le Sénat. Mohamed Ba. Oui, on parle de Sénat. Si ceux qui suivent l'actualité, la politique sur le plan international, en Europe, en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, un peu partout, pour ces gens, pour ces observateurs de la politique internationale, le Sénat ne pourrait pas être une surprise. Mais pour celui qui est habitué à la vie politique guinéenne, à la constitution guinéenne depuis 1958, de parti unique dans notre pays, jusqu'au multipartisme avec l'arrivée du général le colonel Lansana Conté à l'époque au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, avec la transition actuelle, on se demande qu'est-ce que cela veut dire le Sénat. On aura le temps de comprendre mieux la place de ce matériel, je ne dirais pas cet objet, mais cet outil, voilà, cet outil politique ou administratif ou constitutionnel qui va nous permettre encore de donner de la valeur à la politique guinéenne, de donner de la valeur aux différents postes administratifs politiques dans notre pays. Aujourd'hui, on sent, et comme vous l'avez dit, on parle de 200 articles, 200 points vraiment importants pour la vie de la nation. On se rend compte qu'il y a du sérieux, en tout cas, qui est en train de se télécharger. On ne sait pas ce qui pourrait en dégager dans cette nouvelle constitution qui se dessine à l'horizon. Mais ce qui reste clair pour le moment, en tout cas, c'est quelques heures passées en compagnie du président de l'Assemblée nationale, du Conseil national de la transition, le docteur Dansa Kourouma, et les différents journalistes venus des médias publics et privés ont compris qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se dégager dans cette nouvelle constitution en vue. Donc pour nous, on arrive à comprendre avec le Sénat et d'autres outils qu'on veut vraiment, passez-moi cette expression militaire ou automobile, on a l'impression qu'on veut vraiment blinder cette constitution pour qu'on n'arrive pas à faire sauter quand on veut, où on le veut, et selon des humeurs. Mais bon, après, on se demande et les autres constitutions, qu'est-ce qui nous peut nous faire comprendre que les anciennes constitutions qu'on a eues, qu'est-ce qui pouvait nous rassurer qu'on pouvait faire sauter banalement ces constitutions. Nous savons très bien qu'à l'interne, à travers ces anciennes constitutions, il y avait des verrous qui étaient là, mais malheureusement, quand je prends depuis le temps de Lansana Conté qui avait réussi à transformer 5 ans en 7 ans, c'était encore des verrous qu'on a fait sauter. On est venu avec la transition, on a compris qu'on fait banalement, quelqu'un peut se lever un beau matin, dissoudre une constitution, malgré que cette constitution soit blindée ou je ne sais quoi. Vraiment, il y avait cette facilité. La question qu'on peut se poser, quel type de verrou on a essayé de mettre en place pour ne pas qu'une transition arrive à dissoudre notre constitution. Moi, c'est la première préoccupation que j'ai. On peut parler de blinder tout ce qu'on dit aujourd'hui comme constitution, comme verrou autour de cela. Ça, c'est avec les civils. Mais ça a été dit, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Même avec un putsch militaire, voilà. Cette constitution ne peut être dissoute. Moi, c'est la partie, c'est la partie là que je trouve hyper importante, parce qu'on peut mettre 100 verrous pour ne pas faire dissoudre pour ne pas faire sauter, transformer deuxième mandat en troisième mandat. Mais alors, quel est le verrou qu'on a essayé de mettre en place pour ne pas qu'un militaire, il faut le dire comme ça, arrive à faire encore dissoudre la prochaine constitution? Oui, ma préoccupation, c'est beaucoup plus. Tout simplement, ça a été répondu. Laisse-moi placer rapidement cela. Oui. Le président ou les présidents qui viendront ont peut-être dans la nouvelle constitution la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale, mais pas le Sénat. Okay. Le Sénat, c'est la chambre des anciens, d'anciens ministres chevronnés qui ont marqué leur temps, qui se retrouveront, et des représentants des coordinations régionales qui se retrouveront dans le Sénat. Oui. Certes, budgétivore, il faut le dire, mais l'importance de ce Sénat est que même le président, en choisissant nos futurs membres du gouvernement, est obligé de passer la liste au Sénat qui va faire des enquêtes de moralité pour éviter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce régionalisme, ces politiques politiciennes, ces favoritismes. Donc je dis bien, pour le président du CNT, ce Sénat sera composé, ou l'existence de ce Sénat
est motivé pour contrecarrer toutes ces manœuvres qui peuvent venir à l'avenir. Abdallah, je crois que c'est très bien. Si on arrive vraiment à tenir, c'est bien beau tout ce que vous dites là. Je refuse d'être pessimiste, de ne pas croire à la valeur que pourrait incarner cette constitution qui est en téléchargement. Mais je me demande, c'est qu'on parle de Sénat. Quels sont ceux qui seront au Sénat? On parle de ces anciens. Quel est le passé de ces membres du Sénat? Ils étaient où? Ils étaient dans quelle formation politique? Ils appartiennent à quelle structure? À quelle entité? Quelle était leur position par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays pendant cette transition? Quelle est la position de la personne avant qu'on l'envoie au Sénat? Bref, est-ce que ceux qui seront au Sénat, ce sont des gens qu'on voit qui vont venir d'ailleurs pour pouvoir nous rassurer réellement? Parce qu'on a trop vu, on a beaucoup entendu. Ce pays est tellement, a vécu tellement de choses que tout ce qu'on essaie de mettre en place parfois, ça crée un certain doute, des suspicions, mais qu'on a obligation de toute façon à croire à l'avenir de notre pays, à croire qu'on peut se développer nous-mêmes en essayant de comprendre. Mais ce qui est important, qu'on arrive à respecter nos textes de loi. Parce qu'il y a une expression qui existe toujours quand on parle de décret, quand on parle de constitution, on dit toute disposition antérieure. Mais fin à toute disposition antérieure. Ouais. Si on dit toute disposition antérieure, ça résume beaucoup de choses. Ça nous pousse à dire, est-ce qu'un autre décret, une autre décision qui pourrait écrire, qui met fin à toute disposition antérieure, est-ce qu'il va dire, mais y compris le Sénat? Je ne sais pas, j'insiste là-dessus, pour que pour le moment, cette constitution est dans un atelier, c'est-à-dire on est en train de travailler là-dessus, on est en train de peaufiner, pour que les uns et les autres arrivent à comprendre que nous avons traversé tellement de choses et qui nous a essayé de mettre en genoux dans ce pays qu'on doit prendre tous les garde-fous possibles afin de ne pas se retrouver dans une situation inconfortable dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ou je ne sais pas dans combien d'années encore. Ah bien oui, Yaya Diallo, beaucoup de verrous, beaucoup d'annonces faites par le président du CNT, notamment comme je l'ai rappelé avec Mohamed Daba, notamment cette liste des membres du gouvernement qui doit passer d'abord par le Sénat qui examine, donne son aval avant sa publication. Puis plus loin, on parle de la disparition ou de la dissolution. Moi, je préfère utiliser ce terme, du médiateur de la République et du CES, le Conseil économique et social, pour la création de ce Sénat. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important pour la Guinée de se doter d'un Sénat au-delà de l'Assemblée nationale? Écoutez, ça dépend. Je crois que ça sous-entend que nous passons d'un parlement monocaméralisme à un parlement bicaméralisme, donc d'une chambre à 2 chambres. Oui. Ça dépend du rôle des uns et des autres, de ce que les uns et les autres joueront au niveau du Parlement. Le Sénat, un peu partout à travers le monde, il y a des Sénats, mais ça dépend aussi des prérogatives qu'on donne à ces Sénats-là pour pouvoir s'exercer. J'aurais bien voulu que le Sénat qui sera éventuellement mis en place puisse préalablement d'abord avoir toutes les prérogatives de s'y opposer à un certain nombre de nominations, même pas de faire ce qu'on appelle des études de moralité, parce que tout simplement, ils ne pourront pas, à un certain niveau, empêcher, s'il est tenté effectivement que le président avait, disons, la volonté de nommer Paul ou Pierre à un poste de responsabilité. Donc je pense que c'est important qu'on puisse donner toute la force au Parlement, au-delà du Sénat, pour qu'on ait effectivement à la limite un régime semi-parlementaire où le Parlement a beaucoup plus de pouvoir. Alors, je pense que puisqu'on parle d'une constitution, c'est la vie de la nation, c'est l'ensemble de ces textes-là qui régissent le fonctionnement de notre société et les institutions qui s'exercent. Alors, si on nous parle des verrous éventuellement qui peuvent empêcher, disons, l'obtention d'un 3e mandat, on le veut bien, parce que tout simplement, antérieurement, nous avons eu des constitutions ici, dans lesquelles constitutions, il y avait des verrous aussi qui pouvaient empêcher les uns et les autres de briguer un 3e mandat. Pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir de cela? À mon avis, ce n'est pas le nombre de verrous. On peut en avoir jusqu'à 1000 verrous au niveau de la Constitution. Mais si les esprits, ceux qui nous gouvernent ne sont pas disposés à respecter la Constitution, ça ne voit absolument aucun effet. Aucun effet. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Je crois que c'est important à un certain niveau que cela soit signalé pour qu'on puisse avoir une Constitution
pour laquelle chaque Guinéen est amené à respecter. Parce que c'est cela aussi. Le respect de la Constitution doit quand même être un sacerdoce national, pas que pour le chef de l'État, mais tous les textes qui y afférents doivent faire l'objet de respect de part et d'autre. Je crois que c'est fondamental. Maintenant, on nous a dit que il y a eu certaines institutions qui ont été supprimées. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a longtemps, on devrait, parce que antérieurement, on avait plus de 8 institutions républicaines au niveau en tout cas de la Constitution de 2010. C'est important qu'on essaie de revoir tout cela. À mon avis, on peut aller même plus loin parce que nous avons des institutions ici qui, à mon avis, sont des institutions à la limite obsolètes parce qu'elles ne fonctionnent pas et qui constituent une dépense inutile pour notre République. Le médiateur de la République en est une, le Conseil économique et social en est une, nous avons la Cour des comptes, à mon avis, qui balbutie depuis un bon bout de temps, parce que tout simplement, la Cour des comptes n'a pas, à mon avis, joué tout son rôle, en tout cas qu'il fallait jouer en ce qui concerne le contrôle de la dépense publique. Je crois que c'est important, à un certain niveau, qu'on essaie de revoir tout cela. Revenons un peu sur un certain nombre de choses, à mon avis, qui a attiré mon attention. C'est disons... la candidature libre. La candidature indépendante. Oui, la candidature indépendante, c'est un couteau à double tranchant. Dans les États de l'Amérique latine, il y a eu cet exercice qui a été, autorisé à un certain niveau. Le risque, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir à tout bout de champ un inconnu à la tête de l'État. Parce que, à mon avis, il y a des préalables qu'il faut mettre en place pour pouvoir choisir celui qui doit diriger notre pays. Quand on ouvre la possibilité, je comprends peut-être l'esprit des uns et des autres, c'est de ne pas, rendre la gestion de l'État exclusive, pour ainsi dire, aux partis politiques, mais créer une ouverture qui peut permettre à tout le monde d'y participer. Mais le risque, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir quelqu'un ici, parce que vous savez, la politique aussi, c'est de l'argent. On peut avoir quelqu'un ici qui a acquis beaucoup de fortune de manière illicite, qui peut un bon matin se lever et dire je suis candidat à la présidentielle, et il fait flèche de tout bois pour qu'il soit président. Je pense que c'est important qu'on essaie de revoir tout cela. Parce qu'à un certain niveau, on peut avoir n'importe qui à la tête de notre État, et je crois que ça concourt à des risques pour notre pays. Mais là, on parle de parrainage, dont le quota sera fixé dans la loi organique. J'en viens. Au niveau du parrainage, c'est quelque chose de fondamental. On l'a dit il y a longtemps. Il faut que cela soit ainsi. Parce que là, quand nous imposons cela préalablement, on saura qui est qui. N'importe qui ne sera pas candidat. Je suis partant pour cet acte. À mon avis, c'est quelque chose de fondamental pour notre pays, parce qu'on a connu ici des gens, excusez-moi du peu, mais qui à la limite sont insignifiants et qui sont à un certain niveau, qui sont présentés ici comme candidats à des élections ici, mais qui n'ont fait que, effectivement, créer ce qu'on appelle de la zizanie au niveau de la société, parce que tout simplement, c'est des gens qui n'ont pas un plus à apporter quant à la vie de notre nation. Je crois que c'est important. La candidature indépendante, à mon avis, à force de me répéter, c'est un couteau à double tranchant pour notre République, parce que tout simplement, des inconnus peuvent surgir un peu partout pour dire je suis candidat. S'ils ont les moyens, effectivement, ils feront tout pour qu'ils soient élus, au niveau de la magistrature suprême. Je crois que c'est important. Il s'agit là d'une constitution. Il faut qu'on essaye de voir et d'intégrer tous les paramètres qu'il faut, et qu'on cesse encore une fois de nous tailler une constitution taillée sur mesure. Et je pense qu'on reviendra sur un certain nombre d'éléments. Tout à l'heure. Avec l'historique des constitutions en Afrique, hein. On en vient, Diallo. Je sais que tu as beaucoup à dire de ce côté. Oui, je me tourne vers vous, Fodé Bangali Nansoko. Aujourd'hui, cette question épineuse, hein, je le rappelle encore, de candidature indépendante se pose dans la nouvelle constitution. Mais contre vents et marées, dans cette nouvelle constitution, il y a cette autorisation, de cette candidature indépendante qui a quand même fait l'objet de beaucoup de débats entre politiques et parlementaires. Oui, pour moi, la candidature indépendante ne devait pas poser de questions, ne devait pas poser de problème au sein des constitutions. Le problème fondamental, en fait, des constitutions, c'est le viol des constitutions. C'est là où le problème principal se pose. Donc, mais tout compte fait, déjà, il y a assez d'engouement pour
dans l'attente en fait de la naissance de cette nouvelle constitution. Mais là, les gens devraient savoir qu'est-ce que c'est que la constitution, parce que c'est important. La constitution, d'abord, c'est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations publiques. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre à quoi s'attendre de cette constitution aussi. Et il faudrait comprendre le fond de la constitution, parce que la constitution n'est pas une loi ordinaire, mais c'est une loi des lois. Donc, c'est l'esprit des lois. Alors, l'esprit de la constitution. L'esprit de la constitution, voilà. Bien. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre cela. Donc, pourquoi il y a assez d'engouement, cette attirance, ou il y a beaucoup d'interprétations? Je n'aimerais pas quand même prendre la place des spécialistes en la matière, mais je vais leur prêter langue. Quand même, depuis 1958 déjà, nous avions eu assez de constitutions. La première constitution, c'était le 10 novembre 1958, et après le vote du 28 septembre. En 82, c'est Couturé aussi dans l'esprit encore de vouloir redonner encore plus de force à la constitution pour qu'elle soit plus ouverte et à l'attente du peuple, et a amendé la constitution de 82. Et en 91, avec le multipartisme avec Lansana Conté, nous avions eu une troisième constitution. Donc cette constitution a été suspendue en 2008, et en 2010 encore, nous avions vu la naissance d'une nouvelle constitution ici sous la direction du général Sekouba Konaté. De 2010 encore jusqu'à 2020, c'est ce qui a permis quand même d'élire notre premier président démocratiquement élu, qui fut professeur Alpha Condé. Donc dans son esprit, parce qu'au départ il s'était dit qu'il était le Mandela de la Guinée, de l'Afrique, et pourtant le Mandela de l'Afrique, le Mandela, oui, le Mandela de l'Afrique pour la Guinée. Pour la Guinée. Bien. Et le vrai Mandela quand même n'a eu qu'un seul mandat, et il s'est retiré avec honneur et considération et amour pour sa patrie. Donc c'est dans cet esprit-là qu'ils ont voulu encore tripatouiller, violer la Constitution à partir de 2020, et ce qu'ils ont fait, et ils ont amendé encore une fois de plus. Donc nous avions vu la naissance d'une 5e République en 2020. C'était la 5e Constitution. Donc, et de là, et comme de viol en viol, c'est pour cela nous avions assisté encore dans la douleur la naissance de ce coup d'État qui encore a suspendu et dissous encore une fois de plus cette Constitution. Mais maintenant, c'est la charte qui fait acte à une nouvelle Constitution. Moi, tout compte fait, que nous parlions aujourd'hui d'une candidature indépendante ou pas, cela n'a aucun problème. Parce que c'est important de le dire. Vous savez, dans le système des partis politiques, c'est très compliqué de souvent créer un parti politique automatiquement et de se porter à la tête d'un État. On peut avoir des idées, on peut être porteur de messages, on peut avoir les moyens de sa politique. Mais si on n'a pas un parti qui nous soutient, cela créera toujours des problèmes. Donc la candidature indépendante, pour moi, n'a aucun problème. Moi, la question fondamentale que je me pose surtout, c'est sur le viol et les verrous qu'on a déjà parlé, ainsi de suite. C'est très bien de le dire, mais il faudrait que les gens puissent comprendre. Vous êtes d'accord avec la candidature indépendante? Je suis entièrement d'accord. Si tu as des idées, si tu peux servir ton pays, mais vas-y, si tu as les moyens de ta politique, cela ne doit pas gêner quelqu'un. Donc cela est important. Il ne faudrait pas dire que quelqu'un peut venir de façon hasardeuse et puis porter à la tête de l'État. Donc s'il a été porté, c'est qu'il a eu le soutien populaire, il a eu le soutien de l'électorat. C'est important parce que les partis politiques d'antan se sont longtemps, en fait, ils sont en panne de se réorienter face aux défis auxquels les populations sont confrontées. Cela est important parce que le programme politique doit jouer un rôle important dans l'échiquier politique. Si cela n'y est pas, lorsqu'il y a un appauvrissement total des programmes politiques, et c'est l'ethnostratégie, la manipulation de la masse qui s'installe de temps à autre. Cela ne doit pas être une bonne chose. Donc la candidature indépendante, par exemple, une personnalité qui a travaillé longtemps, qui a été un administrateur parfait, et s'il veut servir son pays, il a les idées, il a les moyens, les gens peuvent le soutenir parce qu'ils diront c'est un homme nouveau. C'est de ça que nous avions besoin. Macron. À la Macron, bien sûr. Et aussi de relater un peu l'histoire du Mali. Et Ahmed Toumani Touré, pour les gens qui savent un peu d'histoire, c'est un monsieur quand même qui a fait un coup d'État. Après, il a organisé les élections. Il est reparti. Quand il est venu, aucun parti ne voulait de lui. Parce que lui, il est venu avec ses idées. Et au départ de son coup d'État, il avait un idéal pour le Mali. Donc, il dit, je ne côtoierai pas en fait un parti pour que je sois porté à leur guise.
Alors ils disent, donc il est venu de façon indépendante. Donc quand il s'est présenté, il a raflé tout. Il est parti plus de 65-66% des voix. Il est devenu président. Donc avec l'échiquier déjà d'une candidature indépendante. Donc il ne faudrait pas que la question se pose là. La question aujourd'hui, c'est la limitation du nombre de mandats, parce que c'est important. Et aujourd'hui, ce syndrome aussi sur la violation des constitutions continue à être faite par des intellectuels. Tout récemment. Ce n'est pas seulement un cas guinéen, c'est un cas africain. Aujourd'hui, on va parler de verrous, mais vous savez, le pouvoir a ses raisons. Ouais. Lorsque un homme est porté à la tête du pays, s'il n'est pas un homme humble qui croit au bon Dieu, une fois qu'il est là, on va le magnifier, on va le rendre comme si c'était un demi-dieu. Donc, il ne peut pas quitter. C'est comme si c'était une destinée manifeste, comme le diraient les Américains, dans leur politique intérieure. Mais ce qui est grave, parce que le cas du Togo, regardez le monsieur après 4 mandats, voyant que cette constitution présidentielle qui est assez forte et qu'il ne peut pas bénéficier d'un 5e mandat, qu'est-ce qu'il fait? Il passe du cadre universel, du vote universel au vote parlementaire. Maintenant, c'est les parlementaires en fait qui élisent, qui nomment, je dirais même qui nomment le président automatiquement par le nombre de choses. Donc tout cela, c'est important de le dire, parce que dès au départ, si on ne dit pas ces problèmes et qu'on parle de verrouillage après 10 ans parce que les gens oublient vite, la masse oublie vite, on va venir encore avec des nouvelles publicités pour faire la promotion d'une nouvelle constitution, pour nous dire non, parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas pu réussir et faire, mais voilà ce que nous vous proposons encore une fois de plus. Tout cela demande de la cupidité des gens et de la plutocratie, de assez de choses politiques. Donc les hommes doivent être des hommes honnêtes, des hommes d'amour et des hommes qui aiment leur patrie. Cela est important. Une constitution, elle est en fait la clé, ou le reflet de la société. Damoclès, c'est la clé de voûte de toutes les lois. Donc nous devrions nous soumettre à ces lois. S'ils acceptent de nous faire voir afin que le peuple puisse prendre part et voter cette constitution, il faudrait qu'ils la respectent. Moi, je ne suis pas contre une candidature de quiconque que ce soit, je le répète, mais il faudrait que la Constitution soit quand même l'esprit des lois en Guinée. Bien, ce qui est déjà compris, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 629 95 67 67, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Sula Rue 15, le plus fidèle des auditeurs de Kavi TV. Ce matin, l'écoute est favorable dans mon coin, dans le média du développement. Une pensée positive à mon grand patron, honorable Jo Bebeto Sidibé. Il vous écoute chaque matin. Merci pour la fidélité, honorable Jo Bebeto. Abdallah, je donne ma tête à couper. C'est un tape à l'œil au niveau du CNT, puisque la mission du CNT, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale, mais depuis le CNT a pris fonction et il a fait quoi à l'avantage du peuple de Guinée? Absolument rien, absolument rien. Abdallah et toute l'équipe du jour, une pensée positive à mon fama national, le président Alpha Condé, écrit-il, depuis Istanbul, il y a 2 ans. Il pose la question, qu'est-ce que le CNT a fait en faveur de la population guinéenne en tant que le général ne sera pas prêt, docteur Dansa Kourouma ne démarrera pas la voiture du CNT, le prodige de Bouramaya Samaya, Monsieur Silla de Rue 15. Merci pour la fidélité. Notre Djambouria national, salam à vous. Salam à mes parents de Dalabadinti Djambouya Dakama, dans mon village natal. La candidature indépendante est un grand risque pour notre pays. Si le CNT adopte cette idée, on aura de vendeurs de cocaïne, écrit-il, à la tête de notre pays pour la destinée de notre pays. On n'a qu'à laisser aux partis politiques. Qui est d'autre, il pose la question, qui est votre directeur technique? Il n'a qu'à fournir assez d'efforts car il y a trop de coupures ce matin. Allez, c'est un problème que nous essayons de résoudre au fur et à mesure. Joyeux anniversaire à notre média Kavi Group, mais on vous demande d'améliorer la technique car il y a trop de soucis dans les émissions. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. C'est l'anniversaire du scanner, hein, pas de Kavi Média. C'est très important la précision. Salut Kavi, vous allez bien? Cette transition est une refondation institutionnelle et cela est caractérisé par les institutions fortes et une constitution qui nous rassemble et ressemble. Le pays rentre dans une nouvelle phase de son histoire. Je souhaite un État fédéral avec des gouverneurs qui nous
permettra de développer nos régions, mais avec un régime présidentiel. Mais les lois doivent être respectées. Les candidatures indépendantes doivent être autorisées. Abdoulaye Ben Sila depuis Kountia. Abdallah, bonjour Abdallah et toute l'équipe. C'est Alpha Mamadou Diallo depuis Yimbaya. Cette fameuse nouvelle constitution qui tarde à voir jour à beaucoup de zones d'ombre, car aucun Guinéen, les rédacteurs même, certains membres du CNT ne connaissent pas ceux qui rédigent cette loi fondamentale et aucune communication n'est faite à ce fait. Concernant les verrous, il faut rappeler que la Constitution, le message n'est pas venu en entier. Oui, la présentation sera faite aujourd'hui, chers amis, du côté du CNT. Donc, vous pourrez, en tant que citoyen, y participer pour avoir plus de détails. Bonjour les vaillants soldats de la démocratie, je suis très heureux qu'il y aura la candidature indépendante dans cette nouvelle constitution et cela nous permettra d'éviter la sédentarisation de certains hommes politiques qui refusent de céder la place à la nouvelle génération. C'est une très bonne idée, cette candidature indépendante. Alpha Condé reste et demeure le meilleur. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, qui nous écrit cette réaction. Est-ce que c'est un crime pour un président démocratiquement élu de consulter son peuple? Il n'a jamais fait un troisième mandat ou violé une constitution, précise-t-il. De quelque nature, nous sommes très fiers de notre champion, le professeur Alpha Condé. Le peuple souverain de Guinée regrette son président, Bolokada Tourama. Bonjour les grands journalistes, je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Vraiment, dans ce pays, c'est pas possible, mais que Dieu nous protège. Et je tiens à vous informer que ma femme a accouché ce vendredi un garçon. Donc, nous demandons tout le monde de prier pour moi et pour ma famille. Merci. Je pense que c'est Donzo Seko. Le week-end, sa femme, un fidèle auditeur, sa femme a eu un gros garçon qui est venu sous le toit de ce dernier. En tout cas, longue vie au bébé et santé de fer. Un autre fidèle auditeur. Un autre fidèle auditeur, bébé auditeur. Ouais. Allez, c'est déjà compris. Continuez toujours avec vos réactions sur le 629 95 67 deux fois ou sur nos différentes pages sur Facebook. Vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Média, sur Ganga RTV qui relaie en direct cette émission, ou vous nous écoutez sur siaminfo.com, vous nous regardez de ce côté également sur Kavi TV. Merci d'être en notre compagnie. On parle de l'histoire des constitutions en République de Guinée et en Afrique, notamment de ces constitutions qui varient du jour au lendemain, la nature des régimes politiques et l'ordonnancement constitutionnel qui ont été au cours des années au centre des débats politiques en Afrique. La constitution qui est vue sur le vieux continent comme le dernier rempart contre les dérives présidentielles devait permettre d'assurer le respect des libertés fondamentales et le bon fonctionnement du pluralisme. Sauf que la réalité est tout autre. Pour en parler, nous allons essayer de prendre la direction de la Guinée forestière où nous attend M. Mamadi Leno. Il est juriste et activiste des droits de l'homme pour la bonne gouvernance. Avec lui, nous allons aborder ce sujet. Mais avant, Mohamed Ba, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la constitution guinéenne? Voilà, c'est par rapport à cette question ou cette histoire de verrou. J'ai juste fait un rétropédalage, un peu m'aventurer dans l'histoire, il faut le dire, pour parler un peu par rapport au même problème concernant la constitution de 1982. Alors vous allez écouter avec moi ce que disait cette constitution par rapport à un changement de constitution. Et on dit, c'était au titre 10 de la révision constitutionnelle, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, comme ça a toujours été d'ailleurs le cas, responsable suprême de la révolution. C'était à l'époque le Congrès national ou l'Assemblée constitutionnelle suprême, par le vote à la majorité des 2/3 de ses membres, peut adopter ou soumettre au référendum le projet de révision constitutionnelle. La forme républicaine de l'État ne peut être mise en cause par aucune révision constitutionnelle. Ouais. Vous ne pensez pas que c'était aussi un verrou? Ouais, c'était un verrou. On a quitté de là pour la constitution de 1991 qui a été suspendue en 2008 et finalement de 2008, à chaque fois qu'il y a l'arrivée des militaires au pouvoir... Cette envie démesurée. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Je renforce juste mon argumentation selon laquelle qu'il nous faut des personnes intègres, des personnes normales, des personnes qui ont
pitié, c'est-à-dire de cette nation-là, des personnes qui ont alors le sens du patriotisme. Évidemment. Bien. Ça devrait même peut-être aller au-delà de ça. Si ce n'est que ça, vous savez, la manipulation aujourd'hui des mots pour créer une nouvelle constitution, c'est très facile. Je vais t'interrompre, cher ami. On va aller avec notre invité qui est impatiente au bout du fil. Après, je vais te laisser développer, s'il te plaît, cher ami. Allez, on prend la direction de la Guinée forestière. Monsieur Mamadi Leno, juriste et activiste des droits de l'homme pour la bonne gouvernance. Monsieur Leno, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci beaucoup, c'est un devoir. Nous parlons de l'histoire des constitutions en Afrique et notamment celle de la Guinée. Que retenir aujourd'hui, vous qui militez dans ce sens, vous êtes juriste, il faut le rappeler, activiste des droits de l'homme, et vous militez pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Un petit récapitulatif des constitutions en Afrique. Oui, bon. C'est qu'on peut retenir dans l'ensemble en Afrique, le débat est souvent posé sur les questions de révision constitutionnelle. Et ces révisions-là ne visent seulement que la durée des mandats, ce qu'on appelle ici le changement de régime politique en Afrique francophone. Précisément, quand vous prenez le cas de la Guinée, vous comprendrez qu'il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire que les politiques dans l'ensemble et les acteurs sociaux civils ne se sont pas inspirés du passé du régime guinéen. C'est-à-dire que quand vous prenez de 58 à nos jours, le débat n'a jamais été posé un débat de fond. C'est-à-dire que ça a été toujours posé un débat de façon superficielle. Les gens se sont focalisés uniquement sur les questions liées à la durée de la mandature du président de la République, mais aussi comment arriver au pouvoir. Et ces questions n'ont jamais été réglées de façon, je peux dire ici, de façon approfondie pour permettre aux citoyens lambda d'éviter ce qu'on appelle ici les contestations quotidiennes et régulières ou bien de façon continuelle. Je reviens sur le cas de la Guinée. En 58, le peuple de Guinée s'est prononcé face au colon blanc, c'est-à-dire pendant l'indépendance. Suite à cette indépendance, il y a eu un nouveau régime politique dirigé par les élites d'alors, c'est-à-dire Ahmed Sékou Touré et son groupe, qui sont arrivés. Il y avait une constitution qui était là, cette constitution de novembre. Cette constitution avait déterminé clairement comment devait fonctionner le nouveau État guinéen, le nouvel État guinéen, je m'excuse. Mais en novembre 80, si je ne me trompe pas, en novembre, le 10 novembre, le président Sékou Touré revient sous haute forme, c'est-à-dire qu'on change la nomenclature de la constitution elle-même, en faisant une constitution à l'image d'un parti État. Et là, les pouvoirs étaient concentrés dans les mains d'un seul homme, c'est-à-dire que le président Sékou Touré avait les décisions de 90% des décisions du pays en main. Et cela a amené le pays vers une dictature. Donc un super président. Un super président. Bien. Et cette dictature-là encore s'est transportée dans beaucoup de pays africains. Vous rappelez le cas de Modibo Diarra, le cas de le président malien, le président malien aussi qui en a fait la même chose. Vous prenez le cas encore du président, même si le Posca Senghor a vite compris et il a rendu le tablier, mais aussi il était dans la même dynamique. Le président Houphouët-Boigny, c'est la même chose. Donc ça veut dire que les pays en Afrique de l'Ouest, précisément les pays francophones, ne se sont pas inspirés dans le contexte de régler la situation constitutionnelle de façon approfondie pour dire aux Blancs que même si vous partez, nous qui venons au pouvoir, nous allons rester dans la dynamique de permettre aux citoyens, de permettre au peuple de choisir librement et de respecter ce qu'on appelle ici la Constitution dans son ensemble. Mais tel n'a pas été le cas. Celui qui vient au pouvoir, il essaie de fabriquer une constitution à son image, comme disent les anciens. C'est-à-dire qu'il essaie de coudre un boubou qu'il porte à tout moment, à même couleur, même taille. Ça ne se fait pas simplement que être à l'image de l'homme qui est au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, le débat de 90, je me rappelle la deuxième constitution nationale comptée en 91, où en 2021, je me rappelle très bien, il a modifié la constitution. 2001. Et quand, 2001. Il a modifié la constitution avec le concours des élites du pays, où le coup d'État est né. Donc, les gens, pour dire la vérité au président Conté, qu'il fallait arrêter là, ils n'ont pas voulu le dire la vérité, parce qu'ils voyaient les biens publics devant eux. Il fallait continuer dans ce sens. Et ce qui a amené le pays dans les cascades de revendications, mais aussi de revendications politiques, jusqu'à maintenant là. Cette constitution a été balayée en 2008 par les militaires. Oui. En 2010, une nouvelle constitution. Cette constitution qui a conduit le président Alpha Condé au pouvoir.
Alpha Condé vient au pouvoir, qui était aussi l'image de celui qu'on appelait le Mandela africain, comme vous le savez très bien, qui a milité en Europe, en Afrique, mais partout dans le monde. Il pourrait être la solution de façon définitive de continuer du pays. Vient aussi en 2020 modifier la Constitution pour terminer au pouvoir. Donc, ça veut dire que la suite logique a continué son cours normal. En 2021, cette constitution sera balayée par les militaires actuellement au pouvoir. Aujourd'hui, nous partons vers une autre constitution. Quelle va être cette constitution que nous souhaitons, que nous avons tant souhaité dans le pays jusqu'à maintenant là? C'est ça la grande question qu'on se pose. Mais moi, je suis très pessimiste. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous suivez l'évolution de ce pays, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'espoir. L'espoir n'est pas permis. Dans la mesure où ceux qui sont aujourd'hui au niveau du CNT et ceux qui sont au niveau du gouvernement et les acteurs politiques dans son ensemble n'ont pas eu ce qu'on appelle ici, ne pensent pas à des questions antérieures, des questions que le pays a vécues. Raison pour laquelle, quand j'ai lu le communiqué, quand j'ai entendu les consultations, quand j'ai entendu les rencontres entre politiques et tant d'autres, je me suis dit, attention, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de tous ces facteurs qu'on en parle? Il était important de poser la question sur la table. Pourquoi chaque jour, la transition politique n'est pas possible en Guinée? Il faut chaque fois un coup d'État, il faut le décès d'un président. Pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle ici une étude approfondie pour éviter que la transition ne pose problème dans le pays? Mais les gens ne sont pas focalisés sur ça. C'est quoi faire une constitution, mais aussi mettre l'accent sur la question de la limitation des mandats. Je suis d'accord, théoriquement c'est possible, mais pratiquement ce n'est pas possible. Et demain, vous allez voir d'autres qui viendront encore contester ces articles pour dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Alors ce n'est pas conséquent pour un pays. Les élites que nous constituons tous, on devrait être aujourd'hui la solution. Mais nous sommes devenus un problème. Parce que demain, ceux qui sont en train de faire cette constitution-là aujourd'hui, là, certains parmi eux viendront demain contester cette même constitution devant le public guinéen. Et mettez ça, gardez ça dans vos dans vos archives là-bas, dans vos archives, vous comprendrez que demain, ces élites-là qui sont au CNT viendront encore contester cette même constitution pour dire qu'elle peut être l'objet de révision. La révision constitutionnelle n'est pas interdite en soi-même. Mais sur quel angle? Je pense que ça devait être les questions de développement, les questions de justice, les questions de droits de l'homme, les questions de ce qu'on appelle ici de bonne gouvernance. Mais nous sommes trop focalisés sur les questions de mandature, les questions du de mandat, de révision de mandat. On ne pense même pas à les questions qui concernent le peuple, c'est-à-dire que la gouvernance locale, comment amener le peuple vers le développement. Tout le monde est focalisé sur la durée du mandat. Et ce n'est pas une bonne chose pour les pays comme africains comme la Guinée. De 58 à nos jours, nous sommes aujourd'hui à beaucoup de cascades de constitution. Et ça n'a jamais apporté de solution au niveau même des peuples, au niveau même de la population elle-même. Je suis à l'intérieur du pays. Quand vous suivez l'évolution, vous comprendrez que c'est comme si les gens ne sont pas connectés, déconnectés. Ils n'ont aucune information sur Conakry. Hein. Les gens sont déconnectés. Ils ne savent pas ce qui se passe à Conakry. Tout le monde est focalisé sur les éléments les plus simples du pays. Maintenant, le quotidien. Le quotidien, voilà, comme vous savez. Aujourd'hui, quand vous regardez l'avancée, la déclaration du CNRD, du premier jour jusqu'à maintenant là, beaucoup de Guinéens vous diront que l'espoir n'est pas permis, dans la mesure où nous ne sommes pas dans la ligne de ce qu'on appelle ici de changement de non-répétitif qui s'est passé de 2020 jusqu'à maintenant là. Bien. De 2010, il y a eu des soucis. 2010, 11, 12, 13, combien de manifestations qui sont... Bien, on va échanger maintenant. Oui, Mohamed Ba, vous avez une question rapidement. Monsieur Leno, j'ai une ou deux questions à vous poser par rapport à cette constitution. La première se situerait au niveau des verrous dont on parle, c'est-à-dire quand on parle de verrous, on parle de sécurité, de la sécurisation de la constitution qui devrait permettre au président de continuer. Alors, on parle au moins de 6 verrous. Quels pourraient être les avantages et les inconvénients de ces verrous? Deuxième question, quand aujourd'hui, pour une première fois, on parle du Sénat dans notre constitution, et quand on parle de Sénat, on pourrait parler de centaines de personnes aussi, de la haute qui seront là, comme l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que la mise en place du Sénat ou la haute assemblée pourrait changer dans la constitution ou dans la vie politique de la Guinée? Bon, moi je vous dirais que les constitutions que le pays a connues, surtout celle de 2010, n'était pas une mauvaise constitution. Rentrer dans le cadre de parler du Sénat, de la Haute Assemblée et tant d'autres institutions qu'on veut créer, je ne suis pas contre. Mais c'est le respect strict de ce que va dire cette constitution. C'est aussi ce qu'on appelle ici la lecture que les acteurs
publics vont avoir face à cette nouvelle constitution. Lorsque vous parlez de l'arrivée de ce qu'on appelle ici des nouvelles expériences que les autres pays ont vécues ailleurs, moi je vous dirais que c'est trop vite. Il serait mieux aujourd'hui pour la Guinée de régler la question de la durée du mandat de façon définitive. C'est-à-dire que si moi on me pose la question, je préférerais qu'il y ait un seul mandat non, comme un seul mandat non renouvelable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une république où il y a trop de démagogie. Trop de démagogie. Donc un pays pareil, où les gens sont rapidement changent de couleur de minute en minute, il serait important de limiter les dégâts. C'est-à-dire un mandat non renouvelable, un seul mandat non renouvelable. Alors un septennat alors? Oui. Si c'est pour 4 ans ou 5 ans, faites les 5 ans, vous partez. Jusqu'à on va avoir une expérience de utile à ce qu'on appelle ici au départ au bon moment. Mais si on vient encore pour dire on va créer ça, sans régler la question fondamentale, ça va poser problème demain. Regardez très bien, gardez ça dans vos archives. On va créer ces instances-là, certes peut-être pour que satisfaire d'autres appétits, ou bien soit pour satisfaire d'autres leaders, on le fera comme ça. C'est justement pour ça, rien d'autre. Hein. C'est quelque chose de satisfaire les gens. Les amis, un point, c'est tout. Mais lorsque les choses-là vont arriver, vous comprendrez que les contestations vont encore s'agrandir. Ça deviendra encore plus nombreux qu'avant. Parce que la question fondamentale n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Le mode de désignation, le mode d'élection et le mode de départ ne sont pas réglés. Et c'est là où est le problème. Demain, vous trouverez que même dans la nomenclature, c'est-à-dire que le choix des représentants qui vont former bien ce qu'on appelle ce Sénat va poser problème. Est-ce que le problème est réglé de façon qu'on peut être à la base? Je dirais que non. Aujourd'hui, à l'intérieur, vous n'avez pas posé la question à un citoyen. Est-ce que la Guinée veut faire comme les autres pays avec un Sénat? Il va dire, moi, je ne connais pas le Sénat. Moi, je ne connais pas ça, je ne ferai pas ça. Donc, il n'est pas dans l'esprit de cette nouvelle constitution qu'on est en train de parler maintenant là. Raison laquelle, j'ai 2 fois dans un colloque, j'ai dit, attention, il serait question pour nous, leaders que nous sommes, actifs que nous sommes, nous mettons un accent particulier sur la question de limitation de mandat qu'on doit régler de façon définitive pour mettre le pays dans le fond de développement. C'est-à-dire que concentrer tous nos efforts pour que le pays se développe. Alors... Mais chaque jour, le débat revient. Donc, pour moi, je vous dis, je répète que je ne suis pas... Je suis pessimiste. Hein. Vous n'êtes pas optimiste? Je ne suis pas optimiste, je suis pessimiste. Ouais, alors, M. Lénon, vous avez rappelé ici la chronologie des faits, des institutions que nous avons connues dans notre pays. À l'évidence, on peut en déduire que nous n'avions jamais eu un problème de constitution dans notre pays, mais un problème d'homme. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'au regard de tout ce que nous avons vécu dans notre pays ici, il n'était pas urgent de changer complètement le système politique, c'est-à-dire avoir un régime semi-parlementaire pour complètement déconstruire cet hyper-présidentialisme? Oui, bien sûr. Là, je suis d'accord avec vous sur le sens, il faut limiter les pouvoirs du président de la République. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir du président de la République ne soit pas un pouvoir trop présidentialiste, qu'il soit un pouvoir trop fort. Si on a ça dans un pays comme la Guinée, on risque d'avoir des problèmes. Mais aussi, il y a une question qu'on va se poser. Est-ce que l'équilibre, c'est-à-dire que la collaboration entre les deux institutions-là, c'est une collaboration franche ou d'identité? Vu qu'en Guinée, les gens sont trop dans le répit identitaire et ethnique. C'est-à-dire que est-ce que le président qui sera là en tant que président de la République, celui qui était à tête du Sénat, s'il y a des équilibres au niveau de ce qu'on appelle ici, des forces au niveau de la nation, est-ce qu'il y aura une bonne collaboration? Parce qu'en Guinée, les gens ont l'esprit de ne pas comprendre. Il y a la question du pays, il y a la question de la République qui se pose, qui doit être réglée par tout le monde, mais beaucoup sont trop focalisés sur la question ethnique, même au niveau des institutions républicaines. C'est qu'il y a aussi un grand problème pour le pays. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que de limiter les pouvoirs de la République, je suis d'accord avec vous à ce niveau-là. Parce que quand vous regardez le régime guinéen, le président de la République en Guinée est trop fort. Il a un régime présidentialiste très puissant. Je ne dirais pas à l'image de ceux des États-Unis, mais franchement, il est un super homme en Guinée. Imaginez-vous, il nomme à tous les postes civils comme militaires. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de faire et de faire. Donc, aujourd'hui, si on va dans ce sens d'équilibrer le pouvoir politique au niveau des instances de décision, je suis partant. Mais aussi, il faut mettre des garde-fous pour ne pas tomber dans le cycle qu'on appelle ici ethnocentrique au niveau de la gouvernance. C'est aussi important. Parce que quand vous vous entourez de votre ethnie, ou bien vous entourez de votre communauté, vous disiez le pays, ça devient ce qu'on appelle ici des clashs, ou bien ce qu'on appelle des blocus au pays. Il est aussi important. Je vais prendre un exemple sur le cas du Nigeria un peu. Le Nigeria, par exemple, avec l'équilibre religieux qui est sur le terrain, vous comprendrez qu'il y a souvent un président musulman, un vice-président chrétien.
Mais ça ne veut pas dire que forcément, celui qui va quitter, il faut forcément un autre chrétien d'un musulman. Non. Mais si l'équilibre politique ou bien la gestion du pays revient à ce que celui qui est là est musulman, en partant, il faut obligatoirement, selon les principes de la constitution nigérienne, un chrétien qui viendra au pouvoir, il n'y a pas de débat. Tout le monde s'aligne. D'ailleurs, là-bas, la transition est facile au Nigeria. Mais sans constitution, la nomenclature, la composition de l'État nigérien qui fait que c'est défendre la Guinée. Mais chez nous, je suis d'accord qu'il y a l'équilibre entre le Sénat et ce qu'on appelle la présidence de la République, on va bientôt en parler. Mais il est important qu'on ne tombe pas dans le cyclone ethnique, ce qui pose problème. Bien. On peut le faire très bien, on peut le faire très bien, mais tout en mettant les garde-fous pour ne pas bloquer le pays dans le fonctionnement, mais aussi dans la composition de ces institutions-là. La composition pose problème en Guinée. Particulièrement, les gens sont dans le république identitaire purement ethnique. Lorsqu'il faut faire le choix, même si le choix n'est pas objectif, mais on se focalise derrière le manteau ethnique pour aller vers le choix. C'est ce qui est demandable pour le pays. Donc il faut prendre le temps et il faut mettre les garde-fous pour ne pas tomber dans ce système-là. Bien, oui, le bas. Voilà, moi, j'aimerais insister un peu sur cette question. C'est vrai que vous l'avez un peu brossé. J'aimerais que vous reveniez un peu dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un Sénat dans notre pays? Bon, je pense très bien que quand vous posez la question pour un problème de Sénat, je dirais que c'est les dépenses qu'on va accumuler aussi. On va augmenter les dépenses. Et il serait mieux peut-être qu'on essaie de voir ce qu'on appelle ici le nombre de députés au Parlement. Parce qu'il y a des villes qui sont plus grandes d'autres villes. On peut penser à ça. C'est-à-dire que, par exemple, une ville comme Matoto, on ne peut pas la comparer à Djomou, par exemple. Une ville comme Kankan, on ne peut pas la comparer, par exemple, qu'on appelle ça ici, à Kishidougou ou bien à Tougué, par exemple. On ne peut pas. Vu la grandeur, vu la population, on peut penser à donner le nombre de députés à des villes qui ont le plus grand nombre de population par rapport à certaines villes. Le quota. Le quota, oui. Le quota, comprenez. Donc, le côté Sénat, on pourrait bel et bien esquiver ce côté pour parler le nombre de quotas par ville selon la grandeur, selon aussi ce qu'on appelle ici la population. Ça pourrait bel et bien nous permettre d'économiser nos économies pour ne pas aller dans d'autres dépenses. Deuxièmement aussi, ça peut permettre à la population d'être représentée de façon aussi, ce qu'on appelle ici, selon la grandeur, selon le nombre, et aussi des questions, des problèmes qui se posent au niveau des villes. Mais aller avec le Sénat, je pense bel et bien, on a encore du mal à maîtriser un Parlement. On va encore avec un autre. Je pense que je ne sais pas comment ça va être un débat nouveau du Parlement là-bas, mais je pense bel et bien que ce n'est pas une bonne expérience de mon côté. Il serait mieux quand même que les gens mettent beaucoup l'accent sur une assemblée qui va être beaucoup plus citoyenne au service du peuple, beaucoup plus au service de la population, qu'une assemblée aussi assez politique, mais qui discute beaucoup des questions liées à les besoins du président politique et du gouvernement. Ça devait être vraiment une assemblée qui devait être au service de la population à la base et que les besoins du peuple soient remontés et que ces besoins soient vraiment discutés de façon publique afin qu'il y ait des solutions idoines pour permettre aux citoyens de se ressentir bien représentés au niveau du Parlement, à travers ce qu'on appelle ici les vrais, ce qu'on appelle ici représentants de la base au sommet. Oui, du peuple. Mais si nous partons sur ce côté-là, en créant encore le Sénat, ça va créer notre problème et le blocus qui est là. Parce que la collaboration entre les institutions républicaines dans d'autres pays est très compliquée. Et généralement, il faut que le président ait la même mise sur ces institutions-là pour que ça soit pour lui ce qu'on appelle ici un tremplin. Et on n'est pas obligé d'être aujourd'hui avec le président pour bien gouverner le pays. On peut être opposé à lui, mais ça ne peut pas empêcher le fonctionnement de l'État normalement. Bien, mais oui. Chez nous, ce n'est pas le cas. Bien, cette autre question, comment comptez-vous, si on vous posait la question, comptez-vous diminuer ou réduire le super pouvoir donné au président sans Sénat? Oui, le super pouvoir donné au président n'est rien d'autre que c'est que le président de la République ici en Guinée a le contrôle, ce qu'on appelle ici des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il contrôle non seulement les nominations sont à son niveau, il a aussi la même mise sur les finances publiques. Et ce n'est pas comme ça dans les pays normaux qui fonctionnent aujourd'hui. Vous pouvez être président de la République dans un pays, mais ce n'est pas vous qui désignez le sort des biens publics comme bon vous ça, vous prenez quand vous voulez, vous donnez quand vous voulez. Donc il faut régler cette question de gestion des finances dans le pays. Si cette question-là est réglée, je pense bel et bien que le président de la République demain ou après-demain, que je suis président de la République de la Guinée, c'est vrai, on m'a choisi, on m'a désigné, mais ça ne veut pas dire que j'ai ce qu'on appelle ici le droit de vue de mort sur les biens publics de la Guinée. Le grand problème qu'on a ici, c'est ça, la gestion des finances publiques. Le président ne suit pas ses dépenses, il fait ce qu'il veut, il fait les dons comme bon lui semble. Et ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir pour pouvoir contrôler cette gestion-là. Quel sera... Mais, vous parlez de contre-pouvoir.
Quelle sera l'institution qui servira de contre-pouvoir? Non, mais le contre-pouvoir en Guinée, mais de façon institutionnelle, de façon qu'on appelle ici contrôlée en Guinée, c'est le Parlement. Il doit bel et bien avoir un œil sur la gestion de la bien publique du pays. Mais si le Parlement, excusez-moi, monsieur Leno, si le Parlement est politique, vous le savez, et que la majorité revient à un président, supposons, qui est élu, issu d'un parti politique, vous pensez que tout cela est possible? Raison laquelle je vous ai dit que ça devait être réglé. C'est-à-dire qu'on devait passer par tous les moyens qu'il faut que le peuple, c'est-à-dire que le peuple ait la possibilité de choisir librement ses hommes. Qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle ici cette désignation à la façade. C'est-à-dire que le président de la République, moi, quand on pose la question, je dirais qu'il est important qu'on commence par les élections à la base et on monte jusqu'au niveau du Parlement, après on vient au niveau de la présidence. Là n'est pas le problème, monsieur Leno. Là n'est pas le problème. Le problème est que, supposons que les populations, le peuple de Guinée a choisi un président démocratiquement à travers un suffrage universel. Oui, c'est bon, tout le monde est d'accord avec les résultats. Mais au Parlement, avec les législatives, on trouve par exemple un parti X qui est représentatif au Parlement, majoritairement, qui parvient à travers cette représentation à élire un président qui est issu de ce parti. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez cité tout à l'heure peut être possible si le président a le contrôle ou le monopole du Parlement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que là, il n'y aura pas de contre-pouvoir, là. Non, attendez, non, il peut y avoir un contre-pouvoir. Mais il pourrait avoir une possibilité, je pense qu'il pourrait avoir une possibilité au niveau de l'Assemblée où on parle de bicéphalisme ou par exemple au niveau de l'opposition. Si l'opposition arrive à grimper dans les élections, au niveau des suffrages exprimés, qu'on trouve que cette partie au niveau de l'Assemblée, on pourrait donner le poste de président à l'Assemblée ou on crée un poste de vice-présidence à la République. Tout ça, c'est une façon de contrecarrer, comme vous le dites, réduire un peu le pouvoir du président de la République, comme ça se passe ailleurs. D'accord. Je suis à ce niveau, oui. Bon, je vais vous ramener un peu à ce qu'on appelle ici les questions d'hommes qu'on parle en Guinée. Imaginez-vous, par exemple, que ça soit... Bon, d'accord. Prenons ce côté-là, un parti au pouvoir qui a seulement la République, mais aussi qui a le Parlement. La collaboration peut être bel et bien possible. Il peut y avoir bel et bien un contre-pouvoir. C'est pas interdit. C'est un problème de confiance. C'est un problème d'homme. Lorsque les députés qui viennent au Parlement viennent avec l'esprit des citoyens, viennent avec l'esprit du peuple, pour dire que nous sommes là pour satisfaire les besoins du peuple, nous ne sommes pas pour satisfaire les besoins d'un homme. Ils pensent à bel et bien avoir un contre-pouvoir. C'est pas interdit. C'est une question d'homme. C'est une question d'homme. Ça veut dire dans beaucoup de pays où il y a eu, aux États-Unis par exemple, les républicains sont venus à la fois à la présidence aussi au Sénat, mais il y a eu toujours un contre-pouvoir. Les autres sont là-bas, c'est la culture. Il faut qu'on ait ça en tête. C'est que si les hommes qui viendront en tant que députés, en tant qu'élus du peuple, il faut que ces gens-là agissent avec le manteau d'esprit du peuple. Ce n'est pas pour servir ou bien rendre service à ce président qui est devant lui, excusez-moi. Mais aussi, il faudrait que le gouvernement dans son ensemble, avec le président à la tête aussi, pense que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour le peuple et nous voulons que les choses avancent. En tant que cette idée n'est pas cultivée dans la tête des Guinéens, il va être difficile pour nous. Il peut y avoir l'opposition au Parlement, il peut y avoir ce qu'on appelle l'opposition au Parlement, mais elle peut être complice. Elle peut être complice, la gestion du pays. Elle peut être complice. C'est une question d'homme, monsieur. C'est pas pour dire que c'est l'opposition qui est là ou bien l'opposition n'est pas là. Non, ce n'est pas ça. Rappelez-vous en 2018-2019, quand il y a eu glissement de calendrier électoral au niveau du Parlement. Il y a eu là-bas le débat. Il ne fallait pas donner le temps, il ne fallait pas donner ce qu'on appelle ici, un franc, qu'on appelle quoi? Une opportunité au président Condé d'aller vers ce qu'on appelle glissement de calendrier. Les députés devaient bel et bien, dès lors que le mandat était fini, de se retirer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés là. Alors que parmi eux, les grands leaders politiques qui étaient là au Parlement, qui étaient là, les grands leaders des partis politiques qui étaient là, ils n'ont pas voulu écouter certaines positions quelque part. Au moins, il fallait au moins avoir cette idée pour dire attention, notre mandat est fini, nous on quitte. Ça devait être un élément, un signal fort pour les autres. Mais ils n'ont pas fait, ils ont continué à rester apologer, ils ont continué à gouverner pour dire que non, il faut qu'une nouvelle assemblée rentre avant que nous quittons. Les arguments, c'est comme farfelus comme ça, qui ne sont même pas fondés. Oui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de dire que l'opposition ou encore la mouvance. C'est une question d'homme et de culture. D'homme. Oui, c'est une question d'homme et de culture. Si les gens ne sont pas dans l'esprit, ce n'est pas facile, monsieur. Mais lorsque les Guinéens prendront conscience pour dire qu'au moins que mon mandat prendra fin, je vais partir à ce moment-là. Je pense que les choses vont changer. Mais en Guinée, les gens pensent qu'ils ont des mandats à vie, ils sont au poste, ils pensent qu'ils vont plus quitter. C'est en Guinée que tu peux voir qu'ils ne vont pas faire plus de 10 ans, 15 ans ministre.
Dans un pays normal, un homme conscient, quand tu fais 5 ans, 10 ans d'expérience, il n'y a pas de résultat, mais s'il te plaît. Donc 10 ans, 15 ans, est-ce que ce n'est pas trop? Parce que l'histoire... Non, je parle, non, il y a des ministres autant de comtés qui ont fait plus de 10 ans. Oui, 10 ans, ok. Oui, on en a connu comme l'ancien ministre de l'Agriculture en a fait ici. Alors, moi, je connais des préfets qui ont fait plus de 10 ans au poste de préfet. Oui. Également, même les directeurs. Je connais des directeurs. Alors, administrativement, ce n'est pas bien quand même. Ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Même vous ne pouvez pas faire plus de 10 ans, 15 ans, c'est pour ça, vous ne pouvez pas le faire. Non. Vous avez autre chose à faire devant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément correct que si on n'est pas élu. C'est un point de culture. Il faut que les Guinéens, dans leur ensemble, aient l'esprit de culture pour faire comprendre que lorsqu'on me confie une mission, j'ai fait 1 an, 2 ans, pas de résultat, je dois quitter et rendre compte. En tant qu'on n'a pas ça dans la tête, il va être difficile pour nous de décoller. Aujourd'hui, on parle de paix en public. Mais lorsqu'on va revenir dans l'ensemble de la gestion du pays, vous comprendrez que le mal est trop profond. Alors, le mal est très profond, vous l'avez rappelé ici. Le mal fondamental dans notre pays ici, c'est l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie. Alors, un des éléments, c'est-à-dire c'est l'élément fondamental aujourd'hui dans notre pays ici. Comment faire en sorte que la nouvelle constitution puisse tenir compte de cela et comment éradiquer ce cancer-là pour que nous puissions sortir, tout au plus minimiser ce facteur-là aujourd'hui qui est devenu un véritable blocage dans le cadre de la gestion de notre pays. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment faire en sorte qu'aujourd'hui, cette candidature indépendante qui semble être plus ou moins, disons, un facteur peut-être d'ouverture pour permettre à un certain nombre de Guinéens d'y participer, pour qu'elle soit canalisée pour ne pas qu'on fait un saut dans l'inconnu. Non, les candidatures indépendantes, ou les candidatures, si vous voulez ici, qui peuvent être généralement parfois des solutions quelque part, mais ce n'est pas à tout moment. On a connu ces candidatures indépendantes. Mais généralement, je vous ai bien dit, on peut penser à ça. Mais il est important que le Guinéen lui-même se façonne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on façonne un Guinéen nouveau. Il faut un nouveau homme dans ce pays-là. C'est-à-dire que celui-là qui viendra avec l'esprit de faire changer les choses, avec le but. Mais si nous restons dans ce cadre-là, même si demain il y a des candidatures indépendantes, c'est-à-dire que les députés indépendants et tant d'autres, le président qui viendra ici, s'il a besoin de la majorité, il va marchander ces députés-là. J'en connais beaucoup de choses qui sont passées ici. En 2018, les élections communales et communautaires, les candidatures indépendantes ont été marchandées par le président Alpha Condé, qui a proposé beaucoup d'argent à ces gens-là, pour rejoindre son camp en tant qu'il y ait une majorité au niveau des communes. Donc, la question, je suis d'accord, il peut y avoir ça, mais il est important que ça soit un homme intègre. Les Guinéens en savent, ils peuvent le faire, mais seulement ils font semblant. Les Guinéens savent. Le Guinéen connaît très bien aujourd'hui qui est qui dans ce pays. Nous savons tous, hein. On a vécu le régime de Conté. Bien fois qu'on est aujourd'hui, on est encore avec le régime militaire. Nous connaissons ceux qui étaient là avant nous, ceux qui sont venus même pendant même qu'on n'était même pas encore nés. Donc le Guinéen connaît très bien l'homme qu'il faut à la place pour aujourd'hui que le pays est là devant, pour le pays d'école. Mais en tant que nous ne sommes pas dans l'esprit de faire la différence entre l'ethnie et la compétence, l'intégrité de la personne, on ferait sur l'ethnie, je pense bien qu'on n'est pas prêt pour changer le pays. Juste une question, je vais vous donner juste quelques exemples. Quand vous partez même au niveau des élections, au niveau des institutions à l'interne du pays, parfois vous êtes dessus du comportement de certains meneurs même du pays. Pourquoi? Parce que pour les questions liées à l'ethnie, ils préfèrent s'allier d'un médiocre ou un incompétent. Vous savez que son ethnie. Et ce sont des choses qu'il faut complètement éradiquer. Et en tant qu'on n'a pas ça en tête pour dire qu'on n'a pas besoin de l'ethnie, on a besoin de l'homme qu'il faut pour que le pays avance. Je pense que le jour que le Guinéen aura ça en tête, le pays va décoller. Donc c'est un problème de culture. C'est compliqué. Maintenant, l'indépendance, il peut y avoir des députés indépendants, hein. Il y en a qui ont les moyens. Ils vont être un grand nombre là-bas, mais quand il y aura vote pour choisir le président du Parlement, le député du Parlement, attention, l'ethnie va parler, l'argent va parler. Mais on va parler sur les questions d'intégrité. On va toujours dire que non, bon, on s'en fout, hein, mon frère, faisons des deals politiques. Et c'est trop fait en Guinée. Donc la question de l'indépendance ne peut pas régler le problème. La question se règle par le peuple lui-même. Il faut que nous-mêmes qui constituons ce peuple-là, qu'on ait plus de conscience. Qu'on ne fasse pas la différence entre le Peul, le Marinké, le Kissi, le Thomas, le Pelé. Qu'on prenne l'homme providentiel. C'est-à-dire que l'homme, celui qui est là, qu'on sait parfaitement que ce dernier, on peut bel et bien le mettre ici et on peut le contrôler. Mais si on a un président qu'on ne peut pas contrôler, on a un chef d'État qu'on ne peut pas contrôler, celui qui le contrôle, celui qui fait de nous ce qu'il veut, je pense que les choses vont être encore difficiles. La Constitution sera adoptée, elle va être bien, mais après quelques mois, quelques années encore, ils vont dire on peut modifier. Bien, et vous entendrez ça encore dans la bouche de certains leaders. Gardez ça dans vos archives.
Dernière question. Vous, monsieur Leno, qu'est-ce qui vous tient à cœur par rapport au développement du pays qui, selon vous, devrait être dans cette nouvelle constitution? Vous pouvez répondre à la question? Je suis en lecture plus énormément par là, oui. Je disais ce qui vous tient à cœur juridiquement que la nouvelle constitution devrait prendre en compte. Bon, la nouvelle constitution, c'est que aujourd'hui, je pense que c'est d'abord de réduire ce qu'on appelle des institutions à l'intérieur. Il y a trop d'institutions qu'on peut bel et bien se retrouver dans une institution pour gérer certaines questions du pays, telles que la Cour constitutionnelle devait revenir forcément à la Cour suprême, mais peut-être c'est de revoir le mode de désignation des magistrats qui doivent figurer au niveau de cette institution-là. Ça d'abord, il faut réduire le nombre d'institutions. Il y a trop d'institutions en Guinée, ça crée beaucoup de dépenses. Ces dépenses-là ne sont pas justifiées, il n'y a pas de cas et le peuple n'en profite pas. Non. Deuxièmement, la question fondamentale, c'est de régler définitivement, de façon définitive, la question de la durée de mandat en plus de Guinée. Et moi, je suis focus sur cette question-là. Il faut faire un seul mandat. Mandat unique, il ne faut pas qu'on fasse un mandat de renouvellement. Et dire que non, je ferai un mandat après, donc ce mandat-là, c'est juste récompenser les amis. Non, c'est pas ça. Vous venez vraiment pour la société, c'est le travail. Et aussi, il faut régler la question d'installation, ce qu'on appelle ici, de conduire des institutions du pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un mandat finit, il faut forcément qu'un autre mandat commence à bon moment et en temps réel. Bien, bien. Ce qui est déjà compris, monsieur Mamadi Leno, notre invité de ce matin. Il est juriste et activiste des droits de l'homme pour la bonne gouvernance depuis la Guinée forestière. Il répondait à nos questions. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 600 à 29 95 67 deux fois sur nos différentes pages Kavi TV, groupe Kavi Média. Sur Kavi TV, un internaute qui nous écrit, Kamara Mohamed, bonjour. À tous les membres de la télévision Kavi, vous recevez mes sincères salutations depuis l'Allemagne. Je tiens à vous dire que cette nouvelle constitution guinéenne repose sur la faveur du régime actuel et leur chef en tête. Vraiment dommage pour ce pays, la Guinée, écrit-il. Là, on va aller avec... c'est ce qu'il dit, hein, c'est son opinion que je vais devoir respecter. L'enfant chéri de Brahmaya Samaya, 15, et l'âge Kanjura Sako de Paris. Bonjour Abdallah, si je comprends bien la constitution, c'est l'émanement du peuple de Guinée. Alors la meilleure constitution, c'est celle de 2020, puisque le peuple l'a voté, et la constitution de 2010, aucun Guinéen n'a voté, signé l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, rue 15. Allez, on continue toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67, la constitution n'est rien si ces principes ne sont pas respectés. Les constitutions guinéennes sont toujours manipulées à souhait. Cela est déplorable. Ah, ma pauvre Guinée. Mando, depuis Dabondi. Salut mes chers journalistes. Bravo à vous. Merci pour votre fidélité. Mando, depuis Dabondi. La constitution n'est pas une Bible ni un Coran. Donc, elle peut changer en fonction du temps et du peuple. Donc, les gens n'ont qu'à mettre balle à terre. Mais surtout ceux qui disent que mon cher champion, le président Alpha Condé, a fait 3e mandat. Est-ce que le CNT est légitime et légal? D'ailleurs, donc, il n'y a qu'à faire un... Bon, on va éviter des propos déplacés, hein, c'est très important. On va se calmer dans les commentaires. Félicitations à notre frère Donzo Sekou, qu'Allah bénisse son nouveau-né. Est-ce qu'il donne et qu'il lui donne une longue vie, Djambouria. Merci à monsieur Leno qui a fait une brillante intervention et la vérité absolue. Moi, je n'ai plus d'espoir dans notre pays. Le CNT doit adopter une loi qui va interdire carrément le coup d'État dans notre pays. Mamadou Alpha Djambouria depuis Kono. Ça fait rire, hein. Allez. Vraiment, votre invité a le mérite de ce qu'il dit. Moi, en tout cas, je le félicite pour tout ce qu'il a fait pour sa nation. Voilà les personnes qu'il faut constituer pour élaborer la constitution guinéenne. Mais je me demande ceux qui sont au CNT, quel est le travail qu'ils ont fait pendant ces 3 mois. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Kaporo. Merci Donzo Sekou. Bonjour, notre pays là est très loin de sortir de l'ornière tant que nos dirigeants font les choses dans la démagogie, dans du matu-vu et dans la propagande juste pour se faire plaire aux yeux de l'opinion. Le bout du tunnel ne sera jamais atteint. Le peuple de Guinée méritait mieux, mais hélas, on est très mal
mal barré. Pauvre de nous, la personne n'a pas signé le message. Il dit rebonjour Abdallah et à toute l'équipe. C'est Alpha Mamadou Doumbouya depuis Yimbaya. Concernant toute cette pléthore d'institutions, elles ne feront qu'augmenter les contestations politiques et sociales dans le pays avec le budget que tout cela va engendrer. Encore une fois, la Guinée n'a jamais eu un problème de constitution, mais plutôt des dirigeants vertueux et patriotes. Avec dans ça aussi NT, je n'ai aucun espoir car il était l'un des fervents soutiens aux promoteurs du changement de l'ancienne constitution en 2020, écrit-il. Pour un progrès du pays, on doit passer à un État fédéral avec des gouverneurs et une assemblée bicamérale, écrit-il, comme le Nigeria. Il faut réduire et limiter les partis et ils doivent être des institutions, non des propriétés privées, et aussi réduire le pouvoir du président, ne pas autoriser de faire la révision et un seul mandat de 6 ans non renouvelable. Il faut autoriser les candidatures indépendantes et il faut changer la cartographie du pays, des nouvelles capitale régionale et administrative, et pourquoi pas une nouvelle capitale. Aboubakar Ben Silla depuis Kountia qui nous laisse cette réaction. On y va avec notre cher ami Gesto. Gesto, bonjour Abdallah. Et je rappelle que tant que la constitution est bâtie sur des ambitions politiques, des politiques, franchement, il n'y aura rien et nous serons dans un éternel recommencement. Je suggère que l'homme soit au centre des préoccupations et pour le réussir, il faut prioriser l'éducation nationale dans tous les sens. Gesto Camara qui nous laisse cette réaction. Une pause et derrière nous parlons de sport avec les équipes guinéennes qui ont mordu le sable cette semaine, la semaine dernière plutôt. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh bien, voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que... Merci d'être nombreux à notre écoute. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche, vous êtes sur la 89.5 dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h avec les différents débatteurs pour vous aider à comprendre l'actualité majeure, décortiquer des sujets de développement comme l'indique et la ligne éditoriale de ce média, Kavi Média, le média du développement. Merci de nous suivre à la télé, vous êtes sur Kavi TV, merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous êtes sur Kavi TV et groupe Kavi Média. Si vous êtes sur les différents réseaux sociaux, vous êtes sur TikTok, sur YouTube, merci de votre fidélité également. Vous pourrez nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com, également du côté de l'AB sur la 96.5 avec nos partenaires de Beta FM partout à Conakry, sur la 89.5 dans les taxis, dans les bagbana, dans les bars café. Merci de nous pratiquer. On parle de ce dernier sujet. Les équipes guinéennes n'ont pas brillé ce week-end. Engagées dans différentes campagnes, c'est le Sili U23 qui trébuche face à une équipe de France qui ne faisait pas le poids en première période. Les hommes de Kabal Diawara sont parvenus à ouvrir le score de par 2 fois, mais refusés par l'arbitre. Une défaite qui compromet considérablement les chances du Sili dans cette compétition. Fodi Bangali Dansoko, je vais commencer par vous cette fois. On parle de sport, on parle du Sili et des Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Tout compte fait, la dernière fois, moi, j'ai pas fait de cadeau à Kaba Diawara.
Mais vous pensez que le coaching n'était pas bien? Non, maintenant je rejoins mon cher ami le PM, sincèrement, parce qu'il a fait un travail formidable. Donc, je dirais même qu'il y a eu de l'arbitraire. Notre défaite là, vraiment, et moi je l'ai mal accepté. C'est ça la vérité, parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que 2 buts marqués, le second but quand même, si vous revoyez un peu les images, vous vous rendez compte quand même qu'il y a difficile de l'accepter. Voilà, il y a eu du favoritisme de la part de l'arbitre par rapport au pays organisateur qui est la France. Tout compte fait, nous avions voulu vraiment faire mal et Kaba Diawara nous a donné quand même une équipe qui promet, et ils se sont battus comme des lions, tout sincèrement, moi, et tout compte fait, parce que ça fait partie aussi du football, la victoire, la défaite et les matchs nuls. Mais ce qui est important, c'est la représentativité, parce que lorsqu'une équipe se déplace pour aller jouer dans de telles manifestations, manifestations sportives et mondiales, donc ça fait plaisir aux pays qui participent. Donc de là, ils ont quand même, je le dirais, jusqu'à preuve contraire, que jusqu'à présent, je ne reste pas sur ma faim, mais j'ai espoir quand même qu'ils pourront s'en sortir. Bravo à Kaba Diawara. Super bravo à Kaba Diawara, sincèrement, et une fois de plus, parce qu'il faut être optimiste. Moi, je suis un optimiste, un afro-optimiste. Lorsque c'est bon, je suis d'accord, je vais avec la personne. Je ne rentre pas dans les débats de personnes ou bien dans des considérations un peu mesquines qui souvent blessent la dignité de la personne ou qui le met mal, vraiment à l'aise lorsqu'il est à la tête d'une organisation. Aujourd'hui, Kaba Diawara est en train de produire un beau football, un football de confiance, surtout entre ces joueurs et le peuple. Cela est important parce que depuis longtemps, la Guinée quand même est considérée comme une nation de foot, hein, depuis les AFIA 77, donc de nos jours, mais avec la mauvaise gestion, sinon les talents n'ont jamais manqué en Guinée, ça j'en ai conscience et tout le monde le sait pertinemment, mais le clanisme, un peu, les anciens joueurs ou quelque chose comme ça, là où une aristocratie du football qui se sont installés à la tête de la fédération, souvent qui prennent en otage nos talents ou qui bafouent en fait les fondamentaux du football guinéen, c'est ce qui met souvent en retard le football guinéen. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas accepter que la Guinée soit vieille de 66 ans et que jusqu'à présent, on n'est pas champion d'Afrique. Mais j'espère bien qu'avec Kaba Diawara, le rêve est permis et nous allons maintenant... le rêve est permis. Bien. Et la prochaine Coupe d'Afrique, ça sera pour la Guinée. Bien, hein, ce n'est que du faux débat candidat. Allez, ça se comprend, oui. Le bas, on parle du Sidi, pas que aux Jeux Olympiques. On a aussi cette autre équipe du Sidi qui embrasse une autre discipline, hein, c'est le beach soccer. Hein, je pense que beach soccer. Je sais pas, hein, c'est vous les Anglais. Bon, en fait, c'est un emprunt. Hein. C'est un emprunt, il faut le dire. Football américain, si on le dit comme c'est l'expression anglophone. Football américain, c'est une expression, disons, un emprunt. Vous savez que le français, il est fait de ça aussi. Voilà, on prend par-ci et par-là et puis... Si on se met à... Le français est un mariage de langues. Toutes les langues sont complètes comme ça. Toutes les langues sont comme ça. Est-ce que tu veux ouvrir le débat sur ça ou bien on veut parler du Sidi? On va parler... Allons-y avec le Sidi. Le Soussou, il y a beaucoup d'anglophones. Laisse les perturbateurs. Vas-y. Quand j'ai entendu tout à l'heure Dansoko, mon très cher Dansoko, parler du Sidi national, je me suis demandé, waouh, il parle de quel Sidi et puis de quel entraîneur? Pep Guardiola de la Guinée. Tu n'es pas le seul. Laisse-moi relayer rapidement pour ne pas oublier ce message de notre cher Balaya, notre cher ami et frère Balaya, qui dit l'équipe perd, tu dis que c'est bon, quel minimalisme. Vous savez, non, le bon football qu'ils ont produit. Honnêtement, c'est un problème. Ah, c'est un véritable souci. Le seul atout que j'ai pu quand même tirer de cette sélection de Kaba Diawara, où la seule importance, disons, la seule utilité, c'est la découverte quand même de ce jeune talent, Kalaban. Au-delà de tout, vous savez, un grand entraîneur, on le reconnaît surtout quand ça chauffe beaucoup pour l'équipe. Et Kaba Diawara n'a pas été à la hauteur dans les changements. Vous le savez souvent, je prends juste un exemple sur la Ligue des Champions lors de la finale. La demi-finale, pardon, qui a envoyé le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. L'entrée de Rossoulou, qui était sur le banc, que tout le monde avait oublié. C'était un coaching gagnant. C'est ce qu'on attendait de Kaba Diawara. Mais dès que Kaba Diawara, qui était censé nous aider à avoir la victoire, d'une manière ou d'une autre, sortir celui qui donnait des passes en profondeur, je parle de Naby Keita, pour faire rentrer un défenseur, vous enlevez un attaquant, pour faire rentrer un défenseur, alors que vous êtes dos au mur, vous devez marquer, vous voulez marquer, vous avez besoin des buts.
je me demande réellement de quel type d'entraîneur vous êtes. Kaba Diawara est très bon pour la Guinée. C'est un très bon entraîneur. Non, pas un bon entraîneur. Sélectionneur. Kaba Diawara devrait, selon moi et pour moi, être celui qui nous aide à envoyer ou à pister les talents. Il est très fort dans ça, il faut le reconnaître. À travers Kaba Diawara aujourd'hui, on a quand même pu on parle d'ici, on parle de Kaba Diawara. Parce que là, on a transformé cela en débat personnel. Nous parlons foot, hein, c'est difficile. Merci. Non, on comprend. La précision, elle est importante. Elle est très importante, la précision, c'est vrai. J'aimerais insister sur ce qui est écrit sur l'écran là devrait nous servir de repère quand on débat les sujets. Bien, vas-y. C'est un bon repère. Nous sommes en train de parler de ces échecs cuisants quand même de nos équipes. De l'autre côté, c'est pour... quand même avec cette compétition beach soccer par rapport à cette défaite, disons, humiliante de notre chère Guinée. On parle de 14-4. Mais la Guinée, elle est nouvelle dans cette discipline, attention. C'est pas une première participation. Oui, mais elle est nouvelle, hein, parce que ça, on avait arrêté ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Pas une première participation de la Guinée. Je suis d'accord. Même par rapport à ce tournoi-là, je crois, c'est-à-dire la précédente édition, la Guinée y était. Mais ce score fleuve que nous avons vu, je ne crois pas que quand même, vraiment, c'est difficile. Il faut accepter. Il faut l'accepter. On ne peut rien. Allez, hier Diallo, hein, vous avez cette fois suivi le match? La question. Le dernier match, tu ne l'avais pas suivi. Donc, l'autre là, je dormais. Je commence par cette là. Allez. Vous avez suivi le match, belle prestation de la République de Guinée, sauf que le Syrie a joué mais n'a pas gagné. Absolument, une très belle prestation. Je crois que c'est... il faut le noter de passage et saluer un peu le leadership de Kaba Diawara. Merci. Moi, je ne suis pas déçu. Je pense que il faut à tout bout de champ taper sur le coach Kaba. Kaba fait ce qu'il peut faire en ce qui concerne le coaching. C'est vrai qu'il y a des manquements et moi j'ai souvent, et c'est depuis au niveau de la CAN, quand il s'agit de faire les changements, il y a des erreurs quelquefois assez impardonnables que le coach essaie de faire. On ne peut pas, comme l'a dit ici, même si par endroit Nabi était fatigué, il était épuisé, donc il fallait le changer. Mais est-ce qu'il fallait changer Nabi pour amener un défenseur? C'est là où s'est trouvé le débat. On devait au moins faire un changement poste pour poste. Absolument. Donc je crois que c'est important de le faire. Mais l'un dans l'autre, l'équipe nationale, moi j'ai été très séduit quand même. Et c'est assez discutable sur le deuxième but. C'est vrai, le premier but c'était visible qu'on ne pouvait pas l'accorder. La but était hors jeu. Ouais, absolument. Mais le deuxième but quand même avec le taulier Ablaye Touré, c'était quand même propre. Je n'arrivais pas à comprendre comment. Et puis vous avez vu, on n'a même pas essayé de faire ressortir tous les facteurs, tous les paramètres pour pouvoir avoir une lecture claire de la situation. Donc je crois que c'est important. Il fallait quand même qu'on essaie de donner des explications de ce côté-là. Dans l'ensemble, ils ont pu jouer. Mais je crois que c'est important à un certain niveau qu'on revient en Guinée ici. L'équipe nationale est à l'image de la Guinée que nous sommes. Donc on ne peut pas à tout bout de champ vouloir taper sur Kaba. Kaba, c'est l'entraîneur le plus patriote que la Guinée n'a jamais connu dans notre pays. Il est patriote, il aime son pays, il fait tout. Oui, ça n'engage que moi. Bien. Il fait ce qu'il peut, mais en attendant, il y a la Guinée. Je crois que l'équipe nationale, elle est ce que nous sommes. Bien, c'est qui est déjà compris, hein, sans trop de commentaires. Oui, en 2 minutes, hein, oui, Mohamed Ba. Cette question qui a été posée par notre réalisateur, est-ce que Morlaye avait sa place dans cette équipe? Tous les bons joueurs qui sont capables de faire quelque chose pour la nation, qui ont du talent, mais aussi de la discipline, qui respectent leur entraîneur, qui respectent l'encadrement, ont leur place dans cette équipe. Est-ce que Morlaye avait sa place? J'ai commencé à développer, souffrez de m'écouter mon cher Abdallah. Est-ce que vous comprenez? Le football, ce n'est pas le talent seulement. D'abord, c'est le côté mental, l'entourage, le respect de l'entourage. Oui, Morlaye a sa place, le talent que le jeune a, il a sa place dans cette côté équipe. Talent, si on devrait se baser du talent. Si on devrait se baser, il a sa place dans cette équipe. Mais malheureusement, nous ne pouvons qu'être 11 sur le terrain. Et quand il faut voir ce que les uns et les autres peuvent faire, on ne peut que faire fermer les yeux parfois et faire son choix. Et le choix de Kaba Diawara a été pour ceux qui sont avec lui actuellement du côté de la France. Et on a vu les matchs qu'ils ont pu faire du côté de cette station balnéaire du côté de Nice, au sud de la France. L'expérience
ou la capacité de ces jeunes dans cette compétition, on ne parle pas du Sili National A, on parle des moins de 23 ans, plus les adultes, les grands qui ont plus de 23 ans, qui font partie de cette équipe. Je fais allusion ici à Nabi Keita, Nabi Deko. On fait allusion ici à Touré, on fait allusion ici à Amadou Diawara, qui ont essayé de donner vraiment de l'appui, de l'expérience à la disposition de cette équipe. Nous avons vu le comportement que cette équipe a pu nous donner. On devrait aller à la mi-temps avec 2 buts d'écart contre le pays organisateur. J'insiste là-dessus, pays organisateur où vous êtes dans un stade, vous avez plus de 50 000 supporters qui sont contre vous. Ce n'est pas gagné d'avance, sachant que vous n'avez pas eu tout le confort qu'il fallait pendant les préparatifs, c'est-à-dire quand vous étiez, les autres sont dans les centres de formation, vous êtes dans les rues à Conakry ou à l'intérieur du pays pour pratiquer ce football, et vous arrivez là à un niveau très élevé où le monde entier, le projecteur du monde entier tourné vers vous, et que vous arrivez à vous départir de tout complexe. Vraiment, c'était incroyable ce qui a pu donner vraiment cette équipe dirigée par Kaba Diawara. Tout n'a pas été rose, c'est vrai, c'est ce qui démontre que le score final n'a pas été en faveur de la Guinée, parce que peut-être le changement qui devrait avoir lieu au bon moment, Kaba n'a pas eu le réflexe de pouvoir faire ce changement, mais le comportement des jeunes, c'était incroyable, il y avait de l'engouement, on comprenait que ces jeunes n'étaient pas prêts, jusqu'à si on donnait encore 120, 130, 140 minutes, ces jeunes allaient tenir. Donc vraiment bravo à ce qui a été fait pendant contre cette équipe. On a vu des titres des journaux sur les sites internet en France qui donnaient de la valeur à l'équipe guinéenne et qui rigolaient un peu, qui minimisaient un peu ce qui a été fait par l'équipe française dirigée par la star mondiale Thierry Henry. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut dire merci, qu'on continue à le faire. Et j'insiste là-dessus. Et tout n'est pas perdu, hein. Tout n'est pas perdu, même si la seule possibilité que nous avons, il faut le dire, c'est de pouvoir gagner avec un score fleuve contre vraiment les États-Unis, qu'on arrive à gagner au moins 4-0, 5-0, 5 buts d'écart, et pendant ce temps que la France aussi arrive à battre l'équipe qui s'est inclinée contre les États-Unis et l'équipe qui a battu le Sili National en U23. Donc il y a cette possibilité, mais la possibilité, elle est vraiment, ce n'est pas difficile, mais ça va être compliqué pour nous de pouvoir surmonter. Mais il faut parler aussi les Jeux Olympiques, on est pris par le temps, les Jeux Olympiques, il faut parler de la jeune dame Fatoumata Sylla qui a fait quelque chose vraiment hyper important, qui brille vraiment pendant cette compétition. Cette Guinéenne, ce n'est plus pour la Guinée, mais en train de vraiment représenter. On parle de tir à l'arc. Tir à l'arc, oui, l'archère guinéenne qui est en train de faire quelque chose d'important. Il faut rappeler qu'elle a fait le basketball, elle a fait handball, qui c'est qu'elle a laissé pouvoir se concentrer vraiment à cette discipline, et elle est vraiment basée du côté de la France ces derniers temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Côté Big Choka, vraiment la France, le Sénégal est en train de viser 7e titre sur le continent africain face à une Guinée où on n'a même pas de plage en Guinée. Quand on parle de Big Choka, c'est-à-dire du football qu'on pratique à la plage. En Guinée, il n'y a pas de plage. Nous n'avons que des côtes, mais nous n'avons pas de plage. Donc si on nous bat comme ça, même si c'était 100-0, moi ça n'allait pas nous surprendre. Donc bonne chance aux différentes équipes. Bonne chance donc aux différentes équipes guinéennes engagées dans des campagnes africaines et internationales. On va aller avec cette réaction. Franchement, l'important, ce n'est pas d'aimer Kaba Diawara, mais l'avancée de notre Sili national. Il n'y a pas de résultat probant. On s'en fout de sa personne car le tricolore est au-dessus de l'entraîneur Kaba. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment un pays de rugby peut nous battre à la Nouvelle-Zélande. Bientôt les États-Unis, pays de basketball. Attendons de voir. Gesto Camara toujours au cœur du scanner. Merci pour votre fidélité. Merci Loba. Merci Abdallah et merci à tous. Merci Fodé Bangali dans ce Merci mon cher ami. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah. Merci Mohamed Daba, le PM. Merci Abdallah. On vous retrouve tout à l'heure pour les auditeurs à la radio. Buntourabi, allez, c'est Buntourabi Kamara, Buntourabi Souma qui sera là pour le flash d'information de 8h35 à la radio, à la télé. D'autres programmes vont vous accompagner. À 13h, vous aurez la première grande édition d'information, et à la radio, c'est le 10h35 qui va vous accompagner juste après cette émission. Merci à l'équipe technique du jour, aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement.